Et oui, c'est Laurent qui nous a envoyé aujourd'hui une question très pratique. Il nous dit « Je souhaite débuter la course à pied. J'hésite sur le type de basket à acheter. Comment bien les choisir et quel budget prévoir ?» Alors, on vous a ramené 3 paires de baskets de gens autour de la table. Clémentine, à votre avis, laquelle est à qui ? Oh bah, il suffit de voir la taille des pieds, non? Eh oui, exactement. Alors, je dis Jimmy... Gilbert. Gilbert. Et vous, la petite et moi, paire de la baskets. petite paire. Et c'est vrai qu'au moment de commencer le sport ou la course, on se pose tous cette question très importante, comment on choisit ? Et moi, vous remarquerez, j'ai mis du talc dedans pour les mauvaises odeurs. Merci Jimmy, vous avez pensé aux collègues, c'est très gentil. C'est ça que ce matin, quand je les ai pris, je me suis dit... Pff, voilà. Bon alors, du coup, est-ce qu'on peut donner quelques conseils? Quels sont les principaux craintes? Comment choisir une paire de baskets? Oui, alors, le docteur Arthur Lefort, qui est médecin du sport, m'expliquait que pour les débutants, on va aller sur des chaussures confortables avec un bon amorti, mais quelque chose d'assez généraliste. Le fait juste d'être bien, ça vous donnera déjà envie de retourner courir. Pour la pointure, on conseille de prendre des chaussures un peu plus grandes, environ une pointure au-dessus, parce qu'en fait, souvent, vous avez des grosses chaussettes et le pied s'écrase un petit peu quand vous courez. Et le plus important, c'est d'aller dans un magasin spécialisé et non pas d'acheter en ligne, en tout cas pour une première paire. Comme ça, vous allez pouvoir essayer, tester et être bien conseillé. Et puis, c'est vrai que Laurent nous demandait pour le prix. Là, le conseil, pas besoin de prendre des chaussures très technologiques et très très chères. Ah oui. Une centaine d'euros, ça suffit quand on débute. Et vous savez, Jimmy, parfois ça peut aller à beaucoup Déjà, plus. 100 €, c'est pas mal. Hein, On quand est même, une paire de d'accord. baskets, 80, 100 euros, honnêtement, Ah, quand même. c'est le début des prix. Et ça suffit pour débuter. Le temps d'être sûr, en tout cas, que vous aimez ça. On entend beaucoup parler des baskets avec du drop. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi le drop? Alors, je ne savais pas non plus, mais il s'agit de l'inclinaison de la semelle. Donc, la différence entre la hauteur du talon et la hauteur de l'avant-pied. En gros, plus le drop est important, plus la chaussure va y avoir de dénivelé. Et pour un débutant, on conseille quelque chose d'assez neutre, entre 4 et 6 mm. Et ensuite, avec un podologue, un médecin du sport, vous pourrez adapter en fonction de vos différentes pathologies et puis de votre ressenti. Moi, ma paire de baskets, je l'ai depuis 3-4 ans. Est-ce qu'il faut la changer régulièrement? Oui, je crois qu'il est temps, Jimmy. Alors, ça dépend à quel rythme vous courez, surtout. En général... Ça, c'est une autre question. Plutôt que de rajouter du talc, vaut mieux changer. Alors, en général, en magasin, on conseille de les changer tous les 600 km environ, ce qui arrive assez vite quand on court beaucoup. Le docteur Lefort me disait qu'entre 800 et 1000 km, ça suffisait largement. Et surtout, c'est de regarder les signes d'usure. Si votre semelle est lisse, non, ça n'est pas le cas. Nickel. Si elle se décolle, et ben voilà, Ça serait c'est marrant de là mettre qu'il un faut compteur changer. dans le drop. Là. Il y aurait, dans effectivement. l'épaisseur, il y a probablement, après tout, comme les compteurs de pas oui. sur le téléphone. Très bonne idée, Très bonne idée à Clémentine. nous Voilà. Je vais breveter le système. C'est ça. Et puis on peut aussi bien les entretenir. Alors moi j'avais tendance à les mettre en machine et j'ai appris que c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, on veut qu'on les lave à la main, les baskets? Oui, alors selon les sites spécialisés, on nous conseille vivement de les laver à la main parce qu'il y a des matières technologiques dans ces baskets et que la machine peut les abîmer. Et en gros, là, le conseil est assez simple. Vous allez retirer les lacets, ça vous pouvez les passer en machine. Et avec un chiffon, de l'eau et du savon de Marseille. J'ai cru que c'était du beurre. J'ai eu peur. On dirait une paquet de beurre, ce que vous avez. Ça aurait pu. Non, c'est du savon de Marseille. Et vous allez tout simplement nettoyer l'extérieur, enlever les semelles qui sont à l'intérieur, les laisser sécher et puis bien laisser sécher vos baskets avant de les remettre pour votre prochaine session de sport. Vous avez une brosse à dents, on fait quoi de la brosse à dents? Ah oui, vous avez raison, c'est pour là, en dessous. on nettoie la semelle aussi? Ah bah oui, tant qu'à faire, c'est bon encore mieux. Bah, ça vous évite, vous savez, de prendre là toutes les feuilles mortes, toutes les saletés. Hop. Et ben voilà, on Basket sait exactement toute propre. comment les acheter et comment les entretenir. Merci Rim de T'en ces prie. explications. Comment on fait pour vous envoyer les futures questions? Alors rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. La maladie d'Alzheimer toucherait plus d'1 million de personnes en France, mais seule 1 sur 3 serait diagnostiquée. Pourtant, il est primordial de mieux la détecter pour mieux la traiter. On répond à toutes vos questions sur le sujet. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Claire Paquet. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes médecin neurologue à l'hôpital Lariboisière, c'est à Paris, c'est la PHP. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Avant ça, on a quelques chiffres qui ont retenu notre attention. On le disait en préambule, selon une enquête de la Fondation Recherche Alzheimer, seule 1 personne sur 3 atteinte par la maladie serait diagnostiquée. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 72 ans et 2 tiers des patients sont des femmes. On a donc 2 tiers des malades d'Alzheimer qui s'ignorent.
Probablement, oui. Ce sont des estimations, puisqu'il est difficile d'aller chercher les gens qui ne sont pas diagnostiqués. Mais partout dans le monde, on a à peu près les mêmes chiffres. Alors, quand on parle dans ces enquêtes de démence, qui est l'ancien mot des troubles cognitifs majeurs, 80% ont une maladie d'Alzheimer, mais tous n'ont pas une maladie d'Alzheimer, hein. Donc, il y a en France 1 million ou 1,2 million de personnes qui ont des troubles cognitifs, mais 80% d'entre eux ont une maladie d'Alzheimer. Donc, on va essayer de parler des symptômes. Emeline nous pose cette question. Mon papa a du mal à trouver ses mots depuis quelques mois. Est-il prudent de faire un test? Il a 67 ans. Avoir du mal à trouver ses mots, est-ce que ça fait partie des signes qui doivent amener une consultation? Et par le test, quel test? Alors, ça peut être un des premiers symptômes, mais le manque du mot, et notamment le manque du mot des noms propres, est très classique après 50 ans. Et plusieurs études ont montré qu'il n'y avait pas de spécificité, que ça n'était pas un signe d'alerte particulier. Donc des noms propres, c'est-à-dire que si on oublie le cousin... Voilà. voilà. Bah alors le cousin, ça dépend comment si on le voit souvent. Par exemple. Mais en tout cas, voilà. Alors ça, c'est souvent une plainte des gens. Je ne retrouve pas les noms des acteurs, je ne retrouve pas tout de suite les noms des chanteurs, etc. Le manque du mot, par contre, des noms propres qui entravent le discours, qui nous oblige à aller chercher un autre mot qui survient tous les jours, indépendamment de la fatigue, du sommeil, voilà. Ouais. Ça, c'est plus gênant. Maintenant, si la personne est gênée, je pense que ça ne coûte rien d'en discuter avec son médecin traitant et de passer un premier test. Claudine nous pose cette question. Je remarque que ma mère oublie souvent des rendez-vous. Est-ce normal ou un signe d'Alzheimer? L'oubli des rendez-vous. Alors, ça dépend un peu de l'historique de la personne. Il y a des gens qui ont des troubles attentionnels depuis longtemps et qui sont un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme ça, par exemple. Mais si c'est nouveau et qu'en fait, en lui donnant l'information, voire en lui donnant un indice, mais tu sais, c'est ce dentiste qui est, je dis n'importe quoi, blond, qu'elle ne retrouve pas l'information, là, c'est gênant. Un vrai oubli, c'est un oubli quand on donne des indices pour retrouver l'information et qu'on remet dans le contexte, on ne retrouve pas l'information. Ça, c'est un vrai oubli et c'est très gênant. Alors, par exemple, cette dame qui s'inquiète pour sa maman, comment elle peut l'inciter à aller consulter? Alors, ça dépend si... Généralement, quand on est au début de la maladie, les gens sont gênés et se plaignent. Plus on avance dans la maladie et moins on est gêné et plus on oublie qu'on oublie et finalement, plus on a l'impression d'aller bien. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Et effectivement, si elle se plaint, ça sera assez facile d'aller voir le médecin traitant, de faire des premiers tests, voir une IRM si besoin. La grande difficulté que rencontrent les familles, et les patients et les soignants, c'est une fois que le patient ne se rend plus compte qu'il a des symptômes, ça ne veut pas dire qu'il a des comportements incohérents, mais pour lui, tout va bien. Ça, c'est très difficile d'amener jusqu'à la consultation et la prise en soins. Et on a vu au début les chiffres que ça touche 2/3 des cas d'Alzheimer, c'est des femmes, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Est-ce que ça touche, on sait si ça touche vraiment plus les femmes que les hommes, ou les hommes sont plutôt non diagnostiqués ou sous-diagnostiqués? Alors aujourd'hui, ça touche plus les femmes que les hommes. Avec l'amélioration du niveau d'éducation des femmes, ce ratio est en train de se resserrer, c'est-à-dire que ça touche toujours plus les femmes que les hommes, mais moins, on n'est plus à 2/3.